De retour dans cette émission qui est Inside Foot sur Network Foot TV, accompagné de vos consultants d'Inside Foot. Je vous rappelle, autour de la table, on a Kamel Aïd Kaira. Comment ça va, Kamel? Ça va très bien, merci Bilal. Aussi Achille, qui est de la partie. Ouais, ça va. Et Juan José Dorado. Hola a todos. Un tout nouveau nous a rejoint, c'est Rudy Kazi. Comment ça va, Rudy? Ça va bien, et vous? Et ça va très très bien, Rudy. Un plaisir de t'accueillir avec nous sur ce plateau Plaisir de Network Foot TV. Justement, on va s'attarder sur ce débat qui fait quand même assez rage et qui aussi fait tant parler les politiques français que européennes à l'instance du foot, que ça soit la FIFA. Aujourd'hui, le racisme fait rage dans nos stades. Qu'en pensez-vous? C'est un large sujet à traiter aujourd'hui dans Inside Foot. Mais justement, on va donner la parole à toi, Rudy, pour commencer ce débat. C'est vrai que des fois, on a essayé de mettre en place certaines restrictions dans les stades ou même avec la réglementation, avec certains groupes de supporters, certains clubs en Ligue 1, Conforama, mais on n'a pas vu venir voilà ce problème quand même qui est assez récurrent. On en a vu du côté de l'Italie, en Espagne, et cette fois-ci, on s'attarde dans nos stades français. C'est un problème qui est vieux comme le monde, le racisme de toute façon. Et comme les stades sont un peu le catalyseur de la vie en société, ça se retrouve forcément aussi dans les stades. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir lutter contre le racisme dans les stades? Est-ce que le fait de mettre une pastille Say No to the Racism, est-ce que cela suffit? Je pense que cela ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les actes. Et je trouve que il y a des pays dans lesquels des mesures ont été faites et ça n'a pas été copié. En Angleterre, le racisme, d'ailleurs, il y a une petite résurgence du racisme en ce moment en Angleterre, mais rapidement dans les années 90, avec le mouvement hooligan qui avait été progressivement étouffé, le racisme aussi a reculé dans les stades. Il serait intéressant de pouvoir prendre les bonnes, on va dire les bonnes solutions qui ont été utilisées ailleurs pour pouvoir les utiliser éventuellement. Mais en fait, c'est une question de volonté ou de mauvaise volonté. Je pense que les instances italiennes ne sont pas de très bonne volonté. Au niveau de l'Espagne, c'est un peu le cas, mais en même temps, c'est peut-être lié à certains stades en Espagne, alors que en Italie, c'est relativement assez massif. Des fois, même des joueurs de leur propre club qui se font insulter par des supporters racistes du club dans lequel ils jouent. Je pense qu'il y a une nécessité de devoir vraiment prendre des mesures concrètes. Maintenant, il y a la dimension sociétale. En France, par exemple, les matchs dans lesquels il y a des chants homophobes sont arrêtés. En tout cas, on essaie de les arrêter, même si depuis que Monsieur Le Gret s'est exprimé sur la question, a priori, ça n'ira pas dans ce sens-là. Il y aura d'autres moyens de lutter contre l'homophobie. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de racisme, on ne parle pas d'arrêter les stades. Il y a d'arrêter les matchs. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Par exemple, dans les stades, on peut très bien faire des caméras isolées pour voir qui sont ceux qui font des bruits de singes, les interdire de stades à vie, etc. Il y a des choses qu'il faut faire. Maintenant, je trouve que le problème n'est pas assez saisi assez à bras-le-corps, parce que c'est comme si, par rapport à la lutte contre le racisme, il y a une hiérarchisation aussi. Lorsque ça touche les Noirs, j'ai l'impression que c'est moins pris en compte. Peut-être parce que les joueurs noirs de leur côté ne font pas suffisamment corps pour pouvoir monter des syndicats et autres, pour pouvoir peser fortement sur la FIFA. Et donc, on attend toujours que ce soit les pouvoirs publics ou les instances du foot qui prennent des décisions. Je trouve que c'est assez lamentable. Maintenant, après, sur la polémique qui a suivi derrière entre Thuram et ensuite Pierre Ménès, je dirais que c'est un peu ça aussi le souci. C'est-à-dire que lorsque Thuram en parle, il fait tout un raisonnement. Et on a fait une paraphrase sur une phrase où il fait une généralité. Et là, je suis contre. Ouais. Effectivement, je suis contre cette généralité qu'il a faite. Mais si on reprend tout le raisonnement, on voit qu'il y a une construction dans sa réflexion qui est assez sociologique et son combat avec les Pascal Blanchard et autres est quand même à noter. On va pas dire que Lilian Thuram est raciste. Par contre, là, ce que Pierre Ménès dit derrière, c'est totalement idiot parce qu'on va pas essentialiser le racisme dans les banlieues au fait qu'on lui ait pas dit bonjour ou on va pas passer la balle. C'est assez idiot et c'est symptomatique d'une partie de la société qui ne veut pas rentrer dans ce combat antiraciste, qui ne veut pas en prendre part, alors que pourtant ça concerne d'autres Français parce qu'ils ont eux-mêmes peut-être des préjugés en fait. Donc voilà ce que... Justement, on va donner la parole à Kamel, Juan José, la comparaison toute faite avec le championnat espagnol, la Liga en Espagne. En Espagne, la lutte contre le racisme, les premières lois, c'est fin des années 90, début des années 2000. Et c'était des lois, une loi concrètement qui était assez générale parce que c'était la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre l'intolérance et contre la violence. Donc c'était contre ces quatre fléaux, la loi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en Espagne, ça n'empêche qu'effectivement, il y a des stades où on a eu des cris des singes ou même des bananes qui ont été lancées sur les terrains. J'ai en tête le cas de Villarreal avec notamment Marcelo qui
s'était arrêté de jouer et était allé ramasser la banane sur le terrain. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même deux aspects qu'il faut retenir. Il y a un aspect éducatif, forcément. Il faut lutter contre le racisme dans les stades, mais il faut commencer à lutter contre le racisme dans les associations, dans les matchs des quartiers. Il faudrait aussi que les animateurs, les entraîneurs des jeunes ne permettent pas l'utilisation d'un certain nombre de mots ou un certain nombre de positionnements de ces jeunes joueurs. Parce que souvent, les jeunes joueurs, tout simplement, ils refont ce qu'ils ont vu à la télé ou entendu de leurs parents ou de leurs amis un peu plus grands ou de leurs frères. Et puis, il y a quand même un deuxième aspect qui est important, qui est celui, effectivement, de la répression. Et tu as parlé des caméras, tu as tout à fait raison. Il faut juste se rappeler que la lutte contre la violence, c'est la tragédie des Heysel, c'est dans les milieu des années 80, et depuis on a lutté contre la violence. On est capable, effectivement, parce qu'on a aujourd'hui, les stades sont équipés des caméras, de cibler les gens qui sont violents, mais on est capable de cibler les gens qui insultent, qui sortent des pancartes, etc. Donc, la même volonté politique, la même envie, la même force qu'on a mis pour lutter contre la violence, il faut la mettre pour lutter contre le racisme et contre l'homophobie. Mais ces deux aspects qu'il faut quand même marier, c'est-à-dire d'un côté la prévention et l'éducation, et d'un autre côté la répression, c'est obligatoire. Nous n'avons pas besoin d'avoir des gens racistes qui font des cris racistes dans un stade. Quand je vais voir un match, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir 22 mecs ou filles qui jouent au ballon et je m'éclate. Et pas entendre crier quelqu'un à côté des insultes. C'est de la passion et du beau jeu. Kamel, réaction après celle de Rudy et aussi de Juan Trocé. Alors moi, en France, c'est le droit de la masturbation de cerveau. J'ai l'impression d'entendre sur le racisme. Moi, je suis militant associatif depuis 2018 ans et on parlait de la même chose sur les banlieues, reconstruction des banlieues il y a 30 ans. Hein, et on est en 2019, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'on n'a pas avancé, mais par contre, ça a usé de la salive pendant des années, et c'est pareil pour le racisme. Après, c'est une volonté, comme tu l'as dit, Rudy, il y a une hiérarchisation du racisme anti-noir. Il y a des priorités. On parle d'homophobie, mais moi je suis désolé, j'ai pas entendu d'homophobie. Moi quand j'ai dit dans les terrains s'il y a homophobie, c'est s'il y a un arbitre ou un joueur qui a fait son communal et les supporters l'insultent et lui disent certains mots, là oui, parce que c'est dirigé contre lui. C'est ça. Mais à ce moment-là, nous, concitoyens en France, quand on prend une voiture, on est tous des homophobes, parce qu'on a tous dit, on est tous des homophobes. Voilà, on est tous ça. On combat l'homophobie. Maintenant, moi, le racisme, comment peut-on dire à des supporters de ne pas être racistes, alors qu'il y a plein de racistes qui tiennent des propos racistes sur les plateaux télé. Quid de M. Ménès, quid d'autres qui tiennent des propos racistes et on veut que dans les stades, donnons l'exemple, donnons l'exemple déjà sur les plateaux TV, il y a un arsenal juridique, il n'y a pas besoin d'en inventer. Le racisme c'est un délire, je sais pas, donc il y a un arsenal juridique. Maintenant, sur le racisme dans les moi ça fait 30 ans, depuis l'âge de 17 ans, je suis éducateur. Je le dis à M. Ménès en particulier, il n'y a pas de racisme dans les clubs amateurs. Un joueur noir, vous pouvez être vert avec les oreilles de Monsieur Sport. Si vous êtes bon, vous jouez au football. C'est tout. Et même dans les clubs de football amateurs, même quand il y a une équipe A, s'il y a des joueurs, on fait des équipes B, on fait des équipes C, on fait des équipes D. Un enfant ne juge pas un autre enfant dans le football par rapport à sa couleur, par rapport à ses origines, c'est par rapport à son niveau. Alors c'est pas parce que un joueur noir n'a pas fait une passe, il y a du racisme anti-blanc, c'est du n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Et on veut toujours pointer du doigt le football par rapport aux problèmes sociaux. Et ceux qui en parlent dans les plateaux télé comme M. Ménès n'ont jamais mis les pieds sur des terrains, dans les terrains de football amateur. C'est pas emmener son fils 2 fois dans l'année, c'est ça. C'est tous les jours, il y a des éducateurs qui parlent. Il n'y a pas de racisme, c'est faux, je vous le dis, il n'y a pas de racisme. Les éducateurs travaillent, tous les éducateurs du football amateur travaillent dessus, etc. Il n'y a pas de racisme. C'est plus dans le football amateur la violence que le racisme. Le travail est fait auprès des éducateurs et c'est plus le problème de des entraîneurs. Violence de l'entourage, dans l'entourage, l'entourage quand vous vous déplacez dans des stades, etc., dans certaines cités, c'est plus les stades qui sont dans des cités. C'est plus, on a plus à gérer en tant qu'éducateur cette violence-là, de l'entourage, mais il n'y a pas de racisme. Moi, j'ai jamais vu, depuis que je joue là, depuis 6 ans, même à 17 ans, de problème de racisme dans une équipe entre un blanc, un noir, un vert, c'est faux. C'est des menteurs. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Les propos de Kamel Aït-Kara, on peut être d'accord, on peut être d'accord. Achille, concernant le racisme dans le football. Je partage un peu le point de vue de Kamel. Il faut reprendre un petit peu le débat dans un autre sens. Quand on parle d'éducation et de civisme, le travail que font les éducateurs au quotidien,
Voilà, moi je suis peut-être le plus jeune sur le plateau. Oui, j'en ai jamais vu. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien encadré, il y a beaucoup de bienveillance, et bien au contraire, c'est peut-être plus dur. Les éducateurs sont peut-être plus durs à sanctionner, voilà, à ce type de problème qu'autre chose. Après, on parle, on dit oui, en Espagne, en Italie. Oh, à un moment donné, c'est que des pays latins. Vous regardez ce qui se passe dans les pays anglophones, il n'y a pas de problème, on cible. Il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des caméras, les stades sont équipés, et on cible, amende, voilà, on cible, amende, interdiction de stade, et ça, on n'en parle plus. Maintenant, la réalité des choses, c'est que c'est comme la VAR. Vous pourrez remarquer, dans tous les championnats où la VAR est présente, elle est approximativement assez mal utilisée. Vous regardez dans les pays anglo-saxons, comme la Première Ligue, ça prend 30 secondes. Donc, il y a des moyens qui sont déployés, il y a des choses qui sont faites, et il y a une utilisation qui est beaucoup plus professionnelle. On se pose la question dans les pays latins, donc Espagne, Italie, France, qu'est-ce qui se passe? Voire même au Portugal aussi, dans certains cas de figure. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on utilise donc ces propos racistes, comme certains vont en faire un petit peu de la publicité personnelle pour pouvoir se montrer et dire que oui, je fais quelque chose, mais en fin de compte, on fait rien du tout, quoi. Quand vous voyez que vous investissez des moyens colossaux pour la VAR à hauteur d'à peu près 300 000 € par stade, l'installation ou autre, mais ces moyens-là, avant peut-être de parler de sport, commencez déjà à rénover vos stades, à avoir des stades qui soient équipés pour éviter ce type de discrimination. Quand vous regardez donc en Italie, il y a que le stade de la Juventus et de l'Udinese qui sont équipés pour pouvoir pallier à cela. C'est pas normal, quoi. En France, tous les stades ne sont pas enfin, ils le sont dans les normes, mais ils sont pas aussi développés. C'est pas normal. Commençons déjà par les fondations avant de chercher la petite bête du petit énergumène qui va se situer dans le stade à dire oui, nanani, oui, attendez. Ouais. C'est pas, on sort plus, les mots d'Achille. Ouais, c'est vrai que des fois on pointe quelquefois des problèmes qui ne sont pas assez. Oui, il y a un problème de hiérarchisation. C'est n'importe quoi. Il y a le problème de la violence faite aux femmes, d'accord, la misogynie, etc. Je sais pas, à l'Assemblée nationale, moi je regarde de temps en temps c'est pour les misogynes. On dit pas que tous les députés c'est des misogynes. On fait toujours, quand il s'agit de la banlieue, quand il s'agit du football, quand il s'agit du populaire, on fait toujours des généralités. Il y a un ou deux abrutis qui vont dire quelque chose. Et dans le football amateur, je vous assure, mais nous, moi, en tant qu'éducateur, j'ai jamais entendu un enfant, quelle que soit sa origine, dire ça, etc. Parce que ça, si ça se passe ça, mais c'est même pas la peine, l'enfant, il ne reste même pas 10 secondes, il est dégagé. Et même au-delà de ça, c'est même pas une menace pour l'enfant. Parce que l'enfant, nos enfants de banlieue, ils ont pas cette idée en tête. Ils sont là pour jouer au football. Ils sont là pour jouer avec les meilleurs joueurs, entre guillemets, quand je dis meilleurs joueurs de chaque niveau. Mais, comme j'ai dit, tu peux être vert avec les oreilles de sport, c'est des bons et des bons. Donc, il y a pas, c'est le seul sport, bon, il y a tous les sports, mais le football, c'est vraiment le seul sport, c'est un sport d'intégration. Il n'y a pas les enfants, ils sont aveugles, ils voient, non, excusez-moi, je dis, ils sont daltoniens. Oui, ils sont daltoniens. Dans le football, ils sont daltoniens, ils voient pas les couleurs, les enfants. Ils ont strictement rien à faire. Et nous, on veut justement rapprocher ça, dire, voilà, il y a du racisme anti-blanc, etc. Mais jamais, permet ça parler des douches. Alors, Juan José, on terminera avec le problème qu'a dit, on l'écoute. Le problème du racisme, c'est une réalité, on peut pas la nier, il est là, c'est un problème des sociétés. Mais il faut aussi signaler quand même le rôle qui doit être joué par les clubs de supporters. On a parlé des répressions dans les stades, etc. Les dirigeants doivent prendre des mesures, peut-être interdiction des stades, pourquoi pas. Mais les clubs de supporters, ces clubs de supporters qu'il y a quelques années ont fait le coming out, entre guillemets, pour lutter contre la violence, doivent faire la même chose pour lutter contre le racisme. Parce que, en fin de compte, ce sont des supporters, hein, c'est des gens qui vont dans les stades. Et souvent, on ne parle pas d'eux. On parle des personnes comme ça, toutes seules, perdues dans une tribune. Non, c'est des clubs de supporters qui étaient à une époque violente, peut-être moins violents aujourd'hui, mais que cette violence physique a été remplacée par une violence verbale. Et eux, ils doivent aussi faire des choses. Les ultras du côté de Madrid, Boys Snows du côté de la Catalogne, et puis les ultras du côté de le Coq Boulogne, etc., du côté de Paris. Donc, n'oublions pas qu'en fin de compte, il faut travailler avec les clubs de supporters et eux auront aussi à faire un boulot important parce qu'en fin de compte, c'est eux les principaux intéressés à que ça marche dans un stade et qu'on n'arrête pas des matchs. On arrive à la fin de cette émission rapidement. Achille, on donne la parole après à Rudy. Quand on voit la déclaration du collectif ultra de l'Inter Milan
qui s'associent aux propos des supporters de Cagliari contre leurs propres joueurs. Moi, contre leurs propres joueurs, je me pose la question, mais qu'est-ce qui va pas dans la tête? La fédération fait quoi? Le club fait quoi? La fédération fait quoi? Que dalle. On termine avec toi, Rudy. Non, mais c'est vraiment problématique, tous ces comportements et la manière aussi dont le politique réagit, parce que normalement, effectivement, dans le cas de supporters, il y aurait dû avoir des menaces de dissolution, effectivement, d'associations de supporters, mais on a l'impression qu'ils veulent acheter une paix sociale un petit peu avec tout le monde, et c'est très contraignant. Mais encore une fois, si on veut lutter, je dirais essentiellement contre le racisme, faut aussi se renseigner un petit peu aussi d'où vient le racisme, voilà, quelles sont les portées aussi sur la vie sociale d'aujourd'hui, comment est-ce qu'à l'époque c'était un système de domination raciale qui a pris corps lorsque les premiers colons sont arrivés en Afrique et que les premiers déportés sont arrivés en Amérique. C'est là que la différenciation s'est faite et la colonisation est venue pour enfoncer le clou comme en fait un remplacement civilisationnel auprès de populations jugées comme étant inférieures sur le plan de l'intelligence, etc. Donc après, c'est resté un petit peu dans nos sociétés. Maintenant, comment bâtir les sociétés aujourd'hui sans tenir compte de cette historicité et comment combattre cette historicité sans se renseigner un peu plus? Peu de personnes, en tout cas de Français ou de type blanc, entre guillemets, n'ont une réelle connaissance de ce racisme parce qu'il n'est pas suffisamment enseigné à l'école ou alors on met 2-3 lignes pour pas effectivement être touché dans sa conscience, etc. Donc maintenant, quand ça arrive dans le foot avec ce catalyseur de violence, on prend de plein fouet ces phénomènes sociaux et anthropologiques, parce qu'il faut le dire, c'est anthropologique, et on travaille pas sur la chose. La réalité, c'est que ce problème de racisme, il va perdurer dans le temps parce que il est lié à l'évolution de notre humanité. Je dirais même que la mondialisation d'aujourd'hui c'est faite sur les chemins de l'esclavage. Donc il faut vraiment y aller à fond. Et si on ne le fait pas, c'est que ça dénote quelque part d'une mauvaise volonté qui est certainement déjà coupable et qui est déjà un peu raciste parce qu'elle hiérarchise en fait les priorités des combats racistes en réalité. Et c'est très dommageable. Merci Rudy Kazi d'avoir réagi dans cette émission Inside Foot, le 3e numéro sur Network Foot TV. Un grand merci à Kamel Aïd Kaira aussi de m'avoir accompagné, à Juan José Dorado et sans oublier Achille. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Network Foot TV et on se donne rendez-vous assez très vite.